Je m'appelle Laura et j'ai 32 ans. Mon mari a ajusté sa cravate Tom Ford dans le miroir et m'a dit de ne pas l'attendre, se dirigeant vers le gala annuel de son entreprise auquel je n'avais aucune raison d'assister. 1 heure plus tard, sa secrétaire a publié une photo en ligne, et là, en arrière-plan, se trouvait Daniel, les bras enroulés autour de son ex-petite amie comme si je n'existais pas. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous avez déjà ressenti ce choc glacial de la trahison vous frapper en pleine poitrine. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. J'ai fixé cette photo pendant exactement 3 minutes dans notre salon minimaliste avec ses fenêtres prétentieuses allant du sol au plafond. La glace dans mon whisky a complètement fondu. Mes mains ne tremblaient pas, ce qui m'a surprise. J'avais toujours imaginé que découvrir l'infidélité de son mari serait plus dramatique. Au lieu de cela, je me sentais étrangement calme, comme si un interrupteur avait basculé de « épouse » à « avocate ». Il s'avère que 7 ans d'école de droit et de litige d'entreprise vous apprennent à compartimenter assez efficacement. La photo semblait innocente à première vue. Sa secrétaire, Michel, l'avait légendée, soirée incroyable avec l'équipe. Mais au-delà du premier plan d'employé brandissant du champagne, on pouvait voir Daniel près du bar avec Vanessa Cole. Sa main reposait sur le bas de son dos, sa tête inclinée vers son épaule. Ils avaient l'air à l'aise, naturels, comme un couple qui était ensemble depuis des années, ce qui, rebondissement, était apparemment le cas. Vanessa, l'ex de l'université avec qui il était sorti pendant 3 ans avant que nous nous rencontrions. La femme qui était maintenant, comme par hasard, directrice du marketing dans son entreprise. La femme qu'il avait embauchée il y a 2 ans, malgré mes inquiétudes, m'assurant que j'étais paranoïaque. Pour vous gâcher la surprise, je ne l'étais pas. J'ai ouvert notre conversation par message. Son dernier message, discours ennuyeux, j'aimerais que tu sois là. J'ai vraiment ri. L'audace. Puis j'ai fait ce que toute avocate d'affaires qui se respecte, mariée à un criminel potentiel, ferait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé au lecteur partagé de l'entreprise. En tant qu'avocate qui avait structuré la plupart des contrats majeurs et des systèmes de conformité de grande industrie, j'avais des identifiants administratifs que Daniel m'avait accordés il y a des années. Il avait plaisanté en disant qu'avoir sa femme comme avocate de l'entreprise était brillant. Ça reste en famille, disait-il. Ce soir, cette décision était sur le point de devenir son plus grand regret. J'ai commencé à extraire des fichiers, rapports financiers, comptes de dépenses, contrats de fournisseurs. Des années de formation juridique m'avaient appris que les gens qui trichent dans leur vie personnelle prennent souvent des raccourcis professionnels aussi. C'est une question de caractère, ou de son absence spectaculaire. 2 heures plus tard, j'ai trouvé le premier signal d'alarme. Un contrat avec un fournisseur que je ne reconnaissais pas, daté de 6 mois. Les conditions de paiement étaient inhabituelles. Très inhabituelles. Je l'ai recoupé avec les listes de fournisseurs approuvés. Rien. Cette entreprise n'existait pas dans nos systèmes, pourtant ils avaient été payés plus de 200 000 $ en frais de consultation. J'ai sorti d'autres fichiers. Un autre fournisseur fantôme, un autre contrat douteux. Le schéma est devenu limpide. Daniel détournait de l'argent par le biais de faux contrats depuis au moins 18 mois, peut-être plus longtemps. Je me suis assise, digérant cela. Mon mari n'était pas seulement un tricheur. C'était un voleur, et pas particulièrement intelligent. Apparemment, les preuves se trouvaient dans les fichiers de l'entreprise comme des poursuites judiciaires servies sur un plateau d'argent. Il avait été si confiant que personne ne regarderait de trop près qu'il n'avait pas pris la peine de couvrir ses traces. Un sourire amer a traversé mon visage. Daniel m'avait toujours sous-estimé. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais une associée junior travaillant 80 heures par semaine. Il était un entrepreneur avec de grands rêves et un capital limité. Mon père, Robert Anderson, avait été intrigué par le discours de Daniel et avait investi 2 millions de $ de capital d'amorçage. Cet investissement avait considérablement augmenté, faisant de papa le plus grand actionnaire extérieur. Daniel aimait dire aux gens qu'il avait bâti son succès à partir de rien. Il oubliait commodément que ce « rien » incluait les millions de mon père et mon expertise juridique, fournie gratuitement pendant 2 ans. J'ai regardé ma montre, presque minuit. Le gala allait bientôt se terminer. Daniel rentrerait à la maison sentant le parfum de Vanessa et me servirait des mensonges sur le réseautage.
Il m'embrasserait sur le front et s'endormirait à côté de moi comme s'il n'avait pas passé la soirée à voler sa propre entreprise tout en trompant sa femme. Pas ce soir. J'ai fait défiler jusqu'au contact de mon père. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Une fois que j'aurais passé cet appel, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas seulement affronter un mari infidèle. C'était exposer une fraude financière qui détruirait la réputation de Daniel et pourrait l'envoyer en prison. Me sentais-je coupable? J'ai cherché cette émotion comme on coche des cases sur un dossier juridique. Non. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Pendant trop longtemps, j'avais joué l'épouse de soutien qui ne posait pas de questions quand il rentrait tard ou prenait des appels mystérieux. J'avais ignoré les signaux d'alarme parce que je voulais croire en nous. Mais cette vie était bâtie sur des mensonges, et les mensonges, comme les schémas de détournement de fonds, finissent par s'effondrer. J'ai appuyé sur appeler. Papa a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure. Laura, tout va bien? Papa, nous devons parler de Daniel. J'ai besoin que tu convoques une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ma voix était stable, froide, absolument certaine. Pause. Puis, j'arrive tout de suite. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable, preuve. Puis j'ai commencé à compiler chaque transaction frauduleuse, chaque contrat suspect, chaque pièce de documentation qui enterrait mon mari. Ce qu'il y a de drôle avec la trahison. Ça clarifie merveilleusement les choses. Toutes ces fois où je m'étais remise en question, me demandant si j'étais paranoïaque ou peu sûr de moi, prenaient soudain tout leur sens. Mon instinct avait crié la vérité. J'étais simplement trop investi dans le conte de fées pour écouter. Au moment où la clé de Daniel a tourné dans la serrure 3 heures plus tard, j'avais documenté plus d'1 million de dollars de vol, contacté mon père et mentalement demandé le divorce. J'étais au lit, les lumières éteintes, parfaitement immobile. Il a trébuché dans la chambre, définitivement ivre, puant un parfum cher qui n'était pas le mien. Il pensait que je dormais. Bien. Je t'aime, a-t-il marmonné, s'effondrant de son côté du lit. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à calculer exactement combien de crimes fédéraux il avait commis et combien de temps la peine de prison pourrait être. Le matin ne pouvait pas arriver assez vite. Laissez-moi vous ramener au début de ce gâchis, car avec le recul, tout est plus clair et absolument exaspérant. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors d'un gala de charité pour l'aide juridique. J'avais 25 ans, fraîchement sorti de l'école de droit, travaillant des heures folles chez Patterson & Associates. Le gala n'était pas mon truc. Je me tenais maladroitement près du bar, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper, quand Daniel s'est approché avec ce sourire qui aurait dû venir avec une mise en garde. « Vous avez l'air aussi excité d'être ici que moi », avait-il dit. Costume bleu marine, confiance parfaite, le genre de charme qui fait prendre aux femmes intelligentes des décisions stupides. Daniel Grant. Et oui, je sais que me plaindre lors d'un événement caritatif fait de moi quelqu'un d'horrible. J'avais ri malgré moi. Laura Anderson. Tout aussi horrible, apparemment. Nous avons parlé pendant 2 heures. Daniel était intelligent, ambitieux, passionné par la construction d'une entreprise technologique axée sur les chaînes d'approvisionnement durables. En y repensant, je ne suis pas sûr d'avoir compris la moitié de ce qu'il vendait, mais je comprenais sa motivation, sa vision, et la façon dont il me regardait comme si j'étais la personne la plus fascinante de la pièce. Tactique de manipulation classique, soit dit en passant. Je ne le savais tout simplement pas à l'époque. Il a demandé mon numéro. Je l'ai donné sans hésiter car, apparemment, mon diplôme de droit n'était pas accompagné de bon sens. Notre premier rendez-vous était un dîner dans un petit restaurant italien de Lincoln Park. Daniel a parlé de changer les industries et d'avoir un impact. J'ai parlé de mes affaires, des défis d'être une jeune avocate dans un domaine dominé par les hommes. Il a posé des questions réfléchies et s'est souvenu de détails que j'avais mentionnés en passant. Signal d'alarme que j'ai manqué, il parlait de lui 80% du temps. Mais quand quelqu'un est charmant, vous ne remarquez pas le ratio. 3 mois plus tard, Daniel a rencontré mon père. Papa avait toujours été protecteur, surtout après le décès de maman quand j'étais à l'université. Il m'avait élevé pour être indépendante et sceptique, pour faire confiance aux actions plutôt qu'aux mots. Alors, quand Daniel est arrivé avec des fleurs et du vin soigneusement recherchés, je pouvais dire que papa l'évaluait comme un investissement potentiel, ce qui, ironiquement, était le cas. Ils ont disparu dans le bureau de papa après le dîner.
J'ai attendu nerveusement, me demandant de quoi ils discutaient. Quand ils sont sortis 1 heure plus tard, les 2 hommes souriaient. « Votre jeune homme a des idées intéressantes », a dit papa plus tard après le départ de Daniel. « Très intéressantes. » 2 semaines après ce dîner, mon père a investi 2 millions de dollars dans Grande Industrie. Daniel était extatique. « Ça change tout. Ton père croit en moi, Laura. » En moi. J'aurais dû faire attention à cette formulation. En moi, pas en nous. Nous nous sommes fiancés 1 an plus tard. Daniel a fait sa demande dans la Napa Valley avec la bague de sa grand-mère. Le mariage était parfait, exactement ce que j'avais voulu. Papa m'a conduite à l'hôtel les larmes aux yeux. Et les vœux de Daniel étaient tout ce que je rêvais d'entendre. Tous des mensonges, c'est-il avéré, mais des mensonges magnifiquement livrés. La première année de mariage a été bonne. Nous étions tous les 2 ambitieux, tous les 2 motivés, travaillant constamment. Nous comprenions le dévouement de l'autre à sa carrière. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La 2e année, les choses ont changé. Daniel est devenu secret au sujet du travail, sur la défensive quand je posais des questions. Il rentrait tard, sentant les restaurants chers et les parfums chers qui n'étaient pas les miens. « Tu ne me fais pas confiance », lançait-il, retournant habilement la situation. « Je construis quelque chose pour notre avenir, et tu m'interroges comme un criminel. » Et je reculais, me sentant coupable. C'est ce que fait la manipulation psychologique. Elle vous fait douter de la réalité elle-même. Puis est arrivée Vanessa Cole. Daniel l'a mentionné nonchalamment au petit déjeuner. J'engage une nouvelle directrice du marketing. Quelqu'un de l'université avec une grande expérience en cabinet. Elle sera parfaite pour l'expansion. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un de l'université. Qui? Vanessa Cole. Je l'ai déjà mentionné. Si nonchalant, comme si ce n'était rien. Mais je l'avais entendu la mentionner plusieurs fois. Sa petite amie de l'université, celle qu'il avait qualifiée d'« ambitieuse » et de « motivée ». Les mêmes mots qu'il utilisait pour moi. Apparemment, c'était son type. Ton ex-petite amie, ai-je dit d'un ton sec. Daniel a soupiré avec une patience élaborée. Une ex d'il y a 7 ans, Laura. Nous sommes des adultes. Nous pouvons travailler professionnellement sans que ce soit bizarre. Sauf si tu vas rendre les choses bizarres. Voilà. L'insinuation que j'étais le problème. Que mes préoccupations étaient irrationnelles. Avez-vous déjà vécu l'expérience de quelqu'un qui vous fait douter de votre propre jugement? Commentez ci-dessous si c'est le cas. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que j'étais mature, professionnel. Après tout, je travaillais avec des ex-petits amis de l'école de droit. Pourquoi sa situation serait-elle différente? Vanessa a commencé 3 mois plus tard. Je l'ai rencontrée au barbecue de l'entreprise. Elle était belle, soignée, d'une confiance naturelle. Elle m'a salué chaleureusement, professionnellement. Laura, Daniel dit que vous êtes une avocate brillante. J'ai souri, essayant de lire ses intentions. Et j'entends dire que vous allez faire passer notre marketing au niveau supérieur. Nous avons eu une conversation polie qui n'a rien révélé de réel, mais j'ai remarqué comment elle et Daniel interagissaient. Une aisance née d'une histoire partagée. Des blagues privées que je ne comprenais pas, des références à des souvenirs d'université qui m'excluaient. Je me suis dit que ce n'était rien. J'étais paranoïaque, peu sûr de moi, exactement ce dont Daniel m'accusait d'être. Mais ce soir, en regardant cette photo, j'ai réalisé que mon instinct avait crié la vérité depuis le début. Ma seule erreur a été de ne pas leur faire confiance plus tôt. Maintenant, il était temps de corriger cette erreur. De manière spectaculaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Daniel. Papa était parti vers 3 heures du matin après que nous ayons passé des heures à examiner les preuves. Sa déception envers Daniel était palpable. Je lui faisais confiance, avait dit papa doucement. J'ai investi à cause de toi. Parce que je pensais qu'il était honnête. Parce que je pensais qu'il t'aimait. Il aimait ce que je pouvais lui donner, avais-je répondu. L'argent de mon père, mon expertise juridique, ma crédibilité. Moi? C'était facultatif. Maintenant, en regardant Daniel dormir paisiblement, j'ai étudié son visage. Combien de nuits était-il rentré de chez Vanessa et avait-il dormi profondément? Combien de fois m'avait-il embrassé tout en prévoyant de me quitter?
Mon téléphone a vibré. Papa, réunion du conseil lundi, 10h. Les principaux investisseurs viennent. Continue de jouer le jeu, j'ai supprimé le message et je suis allé sous la douche, me préparant mentalement pour la performance à venir. Pendant 48 heures, je devais être l'épouse que Daniel attendait. Soutenante, confiante, inconsciente. Un jeu d'enfant. Je le faisais déjà depuis des mois. Quand je suis sorti, Daniel était réveillé, regardant son téléphone. Il a souri. Bonjour, ma belle. Désolé d'être rentré tard. Le gala a duré plus longtemps que prévu. C'était comment, ai-je demandé, gardant un ton léger alors que je me dirigeais vers le placard. Ennuyeux, surtout. Des trucs d'entreprise classiques. Trop de champagne, il s'est étiré, en bâillant. Content que tu n'aies pas eu à subir ça. Le mensonge est sorti de sa bouche si facilement. Je me suis demandé s'il l'avait répété ou si la malhonnêteté lui venait naturellement maintenant. C'est dommage, ai-je dit, en choisissant mes vêtements. Je regardais les photos de Michel. On dirait que tout le monde s'amusait bien. J'ai observé sa réaction dans le miroir. Un bref éclair d'inquiétude, puis une nonchalance étudiée. Les photos rendent toujours les choses meilleures qu'elles ne le sont. Il s'est approché de moi, les mains sur ma taille. Je me suis forcé à ne pas reculer. Tu m'as manqué, cependant. Ça aurait été plus amusant avec toi. Je me suis retourné, le regardant avec une affection fabriquée. Peut-être l'année prochaine. Certainement. Il m'a embrassé sur le front, le geste ressemblant à un mensonge pressé contre ma peau. Après le départ de Daniel, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais pris un jour de congé, prétextant une migraine, ce qui me donnait la liberté de fouiller plus profondément dans les fichiers de grande industrie sans interruption. Les faux contrats étaient une fraude évidente, mais je soupçonnais plus. Les hommes assez arrogants pour voler leur propre entreprise s'arrêtent rarement à un seul stratagème. J'ai examiné les notes de frais, les remboursements de voyage, les relations avec les fournisseurs. 3 heures plus tard, j'avais trouvé un schéma de factures gonflées de divers fournisseurs. Rien d'assez important individuellement pour déclencher des audits, mais ensemble, elles s'élevaient à un vol significatif. Assez intelligent pour éviter une détection occasionnelle, pas assez intelligent pour tromper quelqu'un qui savait quoi chercher. Et les gens disent que l'école de droit est ennuyeuse. C'était mieux que n'importe quelle série policière. Vers midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Laura Anderson, une voix de femme. Inconnu. C'est moi. Je m'appelle Jennifer Park. Je suis comptable chez Grande Industrie. Pause. J'ai trouvé votre numéro de bureau dans l'annuaire de l'entreprise. Je sais que c'est inhabituel, mais nous devons parler des anomalies financières que j'ai découvertes. Mon pouce est accéléré. Je vous écoute. J'essaie de porter ces préoccupations à l'attention de Monsieur Grant depuis des mois. Il continue de les rejeter, me disant d'arrêter de remettre en question ses décisions commerciales. Il a menacé mon emploi si je soulevais à nouveau le problème. Sa voix tremblait légèrement. Puis j'ai entendu dire au bureau que votre père est le plus grand investisseur. J'ai pensé que peut-être vous écouteriez vraiment. Pendant l'heure suivante, Jennifer a détaillé les anomalies qu'elle avait découvertes lors des examens trimestriels, des dépenses qui ne correspondaient pas aux reçus, des paiements de fournisseurs dépassant les contrats, des frais de voyage qui semblaient excessifs. Elle avait compilé de la documentation, mais sans l'autorité pour enquêter, elle avait été bloquée. Pourquoi me contacter maintenant, ai-je demandé. Parce que Monsieur Grant est le président-directeur général, et je suis une comptable de niveau intermédiaire. Qui le conseil d'administration croirait-il? Mais vous êtes différente. Vous êtes mariée à lui. Vous êtes l'avocate de l'entreprise. Et votre père est le plus grand investisseur. Vous avez de la crédibilité. Si quelque chose ne va vraiment pas, vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Envoyez-moi tout ce que vous avez, lui ai-je dit. Et Jennifer, gardez cela complètement confidentiel. N'en parlez à personne, surtout pas à Daniel. Compris. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon ordinateur portable. Un témoin interne avec une documentation indépendante. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour rendre l'affaire blindée. Mon téléphone a vibré. Daniel, dîner ce soir?
Je cuisine. J'ai répondu, ça a l'air parfait. Je t'aime. Les mots avaient un goût de cendre, mais j'ai quand même appuyé sur envoyer. Plus que 2 jours de comédie. Ce soir-là, Daniel a préparé des pâtes aux fruits de mer, et nous avons mangé comme un couple normal. Il a parlé du travail, des plans d'expansion, d'une grande réunion client la semaine prochaine. J'ai souri, hoché la tête, posé les questions appropriées, jouant mon rôle à la perfection tout en cataloguant mentalement chaque mensonge. Tu sembles distraite, a-t-il observé, en remplissant mon verre de vin. Tout va bien? Une affaire difficile au travail. Des clients déraisonnables. Les mensonges venaient plus facilement que je ne l'avais prévu. Il s'est lancé dans des conseils de négociation, complètement inconscient de l'ironie. M'enseigner l'intégrité professionnelle tout en détournant des fonds et en trompant sa femme. Après le dîner, nous avons regardé un film, son bras autour de mes épaules, ma tête contre sa poitrine. Pour tout observateur, nous semblions parfaits, heureux, en sécurité, amoureux. Mais je comptais les heures jusqu'à lundi, quand tout ce que Daniel avait bâti sur des mensonges s'effondrerait. Et honnêtement, j'avais hâte. Le dimanche matin est arrivé exceptionnellement chaud. Daniel a suggéré un brunch à notre endroit préféré à River North. J'ai accepté, maintenant la façade. Nous avons marché main dans la main sur Michigan Avenue, et je me suis demandé si ce serait notre dernière fois. Probablement. Presque certainement. Non pas que ça me manquerait. Au brunch, nous avons rencontré Marcus Thompson, le directeur financier, un homme agréable dans la cinquantaine qui était avec Daniel depuis les débuts. Tu as manqué une sacrée fête, Laura, a dit Marcus chaleureusement. Le meilleur événement jusqu'à présent. C'est ce que j'ai entendu, ai-je souri. Daniel a dit que les discours étaient ennuyeux, cependant. Marcus a ri. C'est parce qu'il devait en faire un. Mais la préfète était amusante. Bonne musique, danse. Vanessa s'est vraiment surpassée avec l'organisation. La posture de Daniel a changé à côté de moi. Une tension subtile. Vanessa l'a organisée, ai-je demandé innocemment. Elle s'est portée volontaire pour prendre les choses en main cette année. Un vrai talent pour les événements. Marcus s'est tourné vers Daniel. Vous deux, vous mettiez vraiment le feu à la piste de danse. Vous nous avez fait passer pour des amateurs. Le silence a duré peut-être 3 secondes mais a semblé éternel. Daniel s'est vite repris, en riant. Marcus exagère. Je suis nul en danse, comme Laura le sait. Pas d'après ce que j'ai vu, a continué Marcus joyeusement, inconscient de la bombe qu'il venait de lâcher. Toi et Vanessa aviez de sacrés mouvements. Ma femme était impressionnée. J'ai gardé une expression neutre, attrapant de l'eau pour cacher le tremblement de mes mains. Danser? Ils avaient dansé ensemble, assez proches pour être mémorables. Nous sommes partis peu de temps après, prétextant des courses. Le trajet jusqu'à notre voiture était tendu. Daniel était silencieux, formulant des explications. Alors, ai-je dit d'un ton conversationnel en montant dans la voiture. Toi et Vanessa dansiez. Il a agrippé le volant. Laura, c'était juste de la danse à une fête d'entreprise. Ça ne voulait rien dire. Tu m'as dit que le gala était ennuyeux, que tu étais content que je ne sois pas là, j'ai gardé ma voix égale. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui ne s'amuse pas en dansant. J'étais poli. C'est mon entreprise. Je ne peux pas rester dans un coin toute la nuit. La défensive se manifestait maintenant. Que veux-tu que je dise? Que j'aurais dû refuser de danser avec ma directrice du marketing. Ça aurait eu l'air bizarre. Tu sais ce qui a l'air bizarre, ai-je répliqué. Mentir à sa femme sur le plaisir qu'on a eu. Oublier commodément de mentionner qu'on a passé la soirée à danser avec son ex-petite amie. La mâchoire de Daniel s'est crispée. Je n'ai pas oublié. Je n'ai simplement pas pensé que c'était important. Tu es de nouveau paranoïaque, Laura. Tout comme quand je l'ai embauché. Voilà. Le manuel de la manipulation psychologique. Faire de moi le problème. Le suis-je, ai-je demandé doucement. Parce qu'il semble que tu mens depuis un moment maintenant. Je commence à me demander sur quoi d'autre tu mens. Il est entré dans notre garage, a coupé le moteur et s'est tourné pour me faire face, son expression mêlant frustration et quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Je ne mens sur rien. Vanessa et moi sommes des collègues. C'est tout.
Oui, nous avons une histoire, mais c'est exactement ce que c'est. De l'histoire. Je t'aime, Laura. Je t'ai épousée. Pourquoi ne peux-tu pas faire confiance à ça? J'ai regardé dans ses yeux, cherchant la vérité, ne trouvant qu'une sincérité étudiée. Cet homme était devenu un étranger. Ou peut-être l'avait-il toujours été. Je veux te croire, ai-je dit. Une partie de moi voulait désespérément croire que je me trompais, que notre mariage pouvait être sauvé. Mais les preuves disaient le contraire. Daniel a pris ma main. Alors crois-moi, s'il te plaît. Je sais que j'aurais dû être plus transparent. J'ai merdé. Mais je ne te trompe pas. Jamais je ne le ferai. Un autre mensonge, livré avec une conviction parfaite. J'ai serré sa main, hoché la tête. D'accord. Le soulagement a inondé son visage. D'accord? D'accord. Je te fais confiance. Le mensonge avait un goût amer, mais je l'ai livré de manière convaincante. Daniel m'a serré dans ses bras, et je me suis laissé faire, sachant que ce serait probablement la dernière fois. Cet après-midi-là, pendant que Daniel regardait le football, je me suis enfermé dans son bureau et j'ai ouvert le coffre-fort derrière un tableau. Je connaissais la combinaison. Il me l'avait donnée il y a des années, me faisant confiance. À l'intérieur, certificat de mariage, titre de propriété, police d'assurance. Mais aussi quelque chose d'inattendu. Une boîte à bijoux en velours. Le cœur serré, je l'ai ouverte. Un bracelet en diamant. Cher, délicat, magnifique, le genre qu'un homme achète pour quelqu'un qu'il aime. J'ai vérifié le reçu en dessous. Acheté il y a 3 semaines. 5 000 $. Je n'avais jamais vu ce bracelet. J'ai photographié le reçu et le bracelet. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Mes mains étaient stables, mon esprit clair. Tout doute persistant s'était évaporé. J'ai envoyé un courriel chiffré à Jennifer Park. Besoin de copie de tout d'ici demain matin. Confidentialité totale essentielle. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Déjà compilée. J'envoie ce soir. J'ai envoyé un message à papa, besoin de se voir demain avant la session du conseil. Quelque chose d'autre que tu devrais savoir. Sa réponse, mon bureau. 8 heures. Ce soir-là, Daniel a initié une intimité. Chaque fibre de mon être voulait le repousser, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé me faire l'amour une dernière fois, jouant mon rôle tout en cataloguant mentalement chaque mensonge, chaque trahison. Ensuite, alors qu'il s'endormait, je suis resté éveillé, pensant au bracelet. Vanessa le porterait bientôt, probablement. Peut-être après le divorce, un cadeau célébrant leur liberté. Sauf que cela n'allait pas se produire, car d'ici demain, le monde de Daniel serait en ruine, et Vanessa apprendrait exactement avec quel genre d'homme elle couchait. J'ai souri dans l'obscurité. Plus que quelques heures. Le lundi matin est arrivé, vif et lumineux. Je me suis habillé avec soin dans un tailleur bleu marine, une armure professionnelle pour la bataille à venir. Daniel dormait quand je suis parti à 7h30, me dirigeant vers le bureau de papa en centre-ville. Anderson Capital Management occupait tout le 42e étage. J'avais grandi en visitant, en apprenant les affaires dans ces salles de conférence. Maintenant, j'apportais des preuves qui détruiraient le plus grand investissement de papa et mettraient fin à mon mariage. Il attendait, le café en train de couler. Papa avait l'air fatigué, plus âgé que ses 62 ans. Cela lui pesait aussi. « Bonjour, ma chérie », a-t-il dit, me serrant dans ses bras. « Tu tiens le coup ?» Mieux que prévu. Je fonctionne à l'adrénaline à ce stade. J'ai accepté le café avec gratitude. Nous nous sommes installés dans des fauteuils en cuir près de sa fenêtre. D'ici, on pouvait voir le bâtiment de grande industrie à 6 pâtés de maison. Daniel arrivait probablement maintenant, complètement inconscient que son monde était sur le point d'imploser. « Tu as dit qu'il y avait autre chose », a suggéré papa. Je lui ai montré la photo du bracelet et le reçu. Son expression s'est assombrie. 5 000 $, a-t-il dit doucement, tout en te disant de réduire les dépenses du ménage parce que la trésorerie était tendue? Vrai. Daniel avait suggéré que nous éliminions notre service de nettoyage et nos abonnements. Phase de croissance, avait-il expliqué, il faut être intelligent avec les dépenses personnelles, tout en achetant des bijoux pour sa maîtresse et en détournant des fonds de l'entreprise.
Il y a plus. Je lui ai montré la documentation supplémentaire de Jennifer Park. Des notes de frais montrant que Daniel facturait des luxes personnels à l'entreprise. Des séjours à l'hôtel dans des complexes haut de gamme non alignés avec des voyages d'affaires. Des reçus de bijouterie, de boutiques de créateurs, de restaurants chers, tous classés comme « développement commercial ». Papa a examiné les documents avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait bâti sa fortune sur les détails. Quand il a terminé, il a expiré lentement. Il a volé tous les investisseurs, utilisant les fonds de l'entreprise pour financer sa liaison depuis au moins 18 mois, peut-être plus longtemps. Papa a regardé sa montre. La réunion du conseil commence dans 1 heure. Les autres principaux investisseurs arrivent par avion. Je ne leur ai pas dit toute l'étendue de la situation. Juste de graves irrégularités financières nécessitant une attention immédiate. Ils ne seront pas contents. Daniel non plus. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Bien, l'expression de papa était sombre. Les hommes comme lui doivent être pris au dépourvu. Ça les empêche de construire des défenses ou de détruire des preuves. Nous avons passé les 45 minutes suivantes à revoir notre stratégie. Papa présiderait la réunion, présenterait les préoccupations initiales. Je détaillerai les violations légales, présenterai les preuves. Jennifer Park serait en attente par vidéo pour répondre aux questions. À 9h30, nous nous sommes dirigés vers la salle de conférence. Les autres investisseurs étaient déjà là. Michael Chen, un des premiers investisseurs aux côtés de papa. Patricia Williams, dont la société de capital risque avait soutenu le financement de série B. Robert Kowalski, représentant un groupe de capital investissement. Ils m'ont salué chaleureusement. Ces gens me connaissaient depuis ma remise de diplôme, avaient porté un toast à mon mariage. Maintenant, j'allais leur dire qu'ils avaient été escroqués par l'homme en qui ils avaient confiance avec leur capital. « Où est Daniel ?» a demandé Patricia, en regardant son téléphone. « Il nous rejoindra sous peu », a dit papa calmement. « Mais il y a des choses dont nous devons discuter d'abord. » À 10 heures précises, papa a ouvert la séance. Il venait de commencer à exposer l'objet de la session d'urgence quand la porte s'est ouverte. Daniel est entré, confus, scrutant la salle, observant l'assemblée inhabituelle d'investisseurs. Ses yeux se sont posés sur moi, et j'ai vu le moment où il a compris que quelque chose n'allait vraiment pas. « Robert » a-t-il dit, s'adressant à papa avec une décontraction forcée. « J'ai reçu ton message concernant une réunion d'urgence, mais l'ordre du jour n'était pas clair. De quoi s'agit-il ? » « Assieds-toi, Daniel » a dit papa froidement. « Tu vas vouloir être assis. » Daniel a hésité, puis a pris la chaise vide en face de moi. Nos regards se sont croisés. J'ai soutenu son regard fermement. Plus de comédie. Il devait voir que je savais tout. Comme je l'expliquais, a poursuivi papa, de graves irrégularités financières ont été mises au jour concernant les opérations de grande industrie. Des irrégularités suggérant une fraude et un détournement de fonds systématiques. La couleur a quitté le visage de Daniel. C'est impossible. Nos livres sont propres. Nous venons de passer l'audit annuel. Vos livres semblent propres en surface, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois. Professionnel, stable. Mais un examen détaillé révèle des contrats de fournisseurs frauduleux, des notes de frais gonflées et un détournement de fonds de l'entreprise. Tout ce que je suis prêt à documenter de manière exhaustive. Daniel me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Laura, qu'est-ce que tu fais ? Mon travail. En tant qu'avocate d'entreprise pour grande industrie, il est de ma responsabilité de signaler les crimes financiers au conseil d'administration. C'est exactement ce que je fais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, projetant le premier document, un faux contrat de fournisseur, la signature de Daniel bien en évidence. Ce contrat, daté d'il y a 8 mois, est avec Strategic Solutions Group. Selon ce document, ils ont été payés $200 000 pour une analyse de marché. Le problème, c'est que Strategic Solutions n'existe pas. C'est une société écran enregistrée à une boîte postale du Delaware. Le paiement a été viré sur un compte qui remonte à Daniel Grant. La salle a éclaté. Patricia Williams s'est penchée en avant, étudiant le document. Daniel, est-ce vrai ? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Daniel a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pouvais voir son esprit s'emballer,
essayant de formuler une explication, de faire passer ça pour un malentendu plutôt qu'un vol délibéré. Mais il n'y avait pas d'explication innocente, et nous le savions tous les deux. Laura, a-t-il essayé de nouveau, sa voix suppliante. C'est pris hors de son contexte. Laisse-moi expliquer. Je vous en prie, a dit papa froidement. Expliquez comment vous avez détourné des fonds de votre entreprise, de vos investisseurs, de moi. Je n'ai pas détourné de fonds. Ces paiements étaient des dépenses professionnelles légitimes. Parfois, nous avons besoin d'une comptabilité créative pour des raisons concurrentielles. Comptabilité créative, a répété Michael Chen, sa voix tranchante d'incrédulité. C'est comme ça que vous appelez la fraude? J'ai projeté un autre document. Ceci est une note de frais d'il y a 6 mois. 5 000 $ pour un dîner d'affaires à New York. Mais quand j'ai vérifié votre planning de voyage, vous n'étiez pas à New York à cette date. Vous étiez à Miami au Fontainebleau, dans une suite coûtant 3 000 $ par nuit pour 3 nuits. J'ai affiché la réservation d'hôtel montrant 2 invités. Voulez-vous expliquer qui vous a accompagné lors de ce voyage non professionnel facturé à l'entreprise? Le visage de Daniel est passé de pâle à rouge, la colère remplaçant le choc. Tu m'as espionné. J'ai fait mon travail. Examiner les dépenses de l'entreprise pour la conformité. La diligence raisonnable, Daniel. Tu devrais essayer. Patricia Williams s'est levée. De combien parlons-nous, au total? D'après la documentation des 2 dernières années, ai-je dit, en affichant mon tableur complet, environ 2,8 millions de $ de dépenses frauduleuses et de faux paiements de fournisseurs. Bien que je soupçonne que cela remonte plus loin avec un audit jury comptable complet. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids physique. 2,8 millions de $ volés à des investisseurs qui avaient cru en Daniel, qui lui avaient fait confiance pour construire quelque chose de légitime. Robert Kowalski, silencieux jusqu'à présent, a parlé doucement mais mortellement. Je veux un audit jury comptable complet aujourd'hui. Et que Daniel Grant soit suspendu de toutes ses fonctions opérationnelles immédiatement, en attendant l'enquête. Appuyez, a dit Patricia. Attendez, a dit Daniel désespérément. C'est prématuré. Laura est évidemment contrariée par quelque chose, elle se venge sur moi professionnellement. C'est personnel, pas professionnel. J'ai presque admiré la tentative, me discréditer en suggérant que j'étais une femme émotive mêlant des griefs personnels à des préoccupations professionnelles. Manipulation classique. L'expression de papa est devenue glaciale. Théorie intéressante. Voudriez-vous expliquer de quel problème personnel Laura pourrait être contrariée? Peut-être quelque chose lié au gala de vendredi? Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Il ne s'attendait pas à ce que papa soit aussi informé, aussi impliqué. Pendant que nous discutons de questions personnelles se mêlant aux affaires, ai-je dit, ma voix coupant la tension, devrions-nous parler de l'emploi de Vanessa Cole? Votre ex-petite amie que vous avez embauchée il y a 2 ans? La même femme avec qui vous avez été photographié de manière intime vendredi lors de l'événement de l'entreprise. J'ai projeté la photo Instagram de Michel. C'était là, clair comme le jour. Daniel et Vanessa au bar, sa main sur son dos, sa tête inclinée vers lui. Le langage corporel de 2 personnes très familières l'une avec l'autre. Ça ne prouve rien, a dit Daniel, manquant de conviction. Nous étions à une fête d'entreprise. Vous avez raison. En soi, cela ne prouve rien, sauf un mauvais jugement. Mais combiné avec des séjours à l'hôtel, des cadeaux coûteux facturés sur les comptes de l'entreprise, et des témoignages d'employés qui ont observé votre relation, cela brosse un tableau complet. J'ai projeté le reçu de la bijouterie. Bracelet de 5 000 $. Il a été acheté il y a 3 semaines avec une carte de crédit de l'entreprise, classée comme cadeau client. Je suis curieuse de savoir quel client a reçu un bracelet en diamant de chez Cartier. Voulez-vous nous éclairer? Silence de mort. Chaque investisseur regardait, attendant une explication qui ne viendrait pas car il n'y avait aucune explication qui rendait cela acceptable. Jennifer Park est apparue sur l'écran vidéo. Désolé d'interrompre, mais j'ai écouté et je me sens obligé d'ajouter que j'ai porté ces préoccupations à l'attention de Monsieur Grant il y a 3 mois. Il les a rejetées, m'a dit d'arrêter de remettre en question ses décisions. Il a dit que si je soulevais à nouveau le problème, je serais licencié. La tête de Daniel s'est tournée brusquement vers l'écran. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il faut faire. Enfin. Papa s'est levé,
un geste commandant une attention immédiate. Daniel Grant. Avec effet immédiat, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions opérationnelles chez Grant Industries. Rendez vos cartes d'accès, vos clés et vos appareils d'entreprise. L'audit jury comptable commence aujourd'hui. Selon les résultats, des poursuites pénales pourraient être engagées. Vous ne pouvez pas faire ça, a dit Daniel, se levant brusquement. C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai bâtie. Vous l'avez bâtie avec notre argent, a corrigé Patricia Williams d'un ton glacial. De l'argent que vous avez volé. Alors oui, nous pouvons absolument faire ça. Laura, Daniel s'est tourné vers moi désespérément. S'il te plaît. Tu es ma femme. Tu ne peux pas les laisser faire ça. J'ai rencontré son regard calmement. En fait, il y a autre chose dont nous devons discuter à propos de notre mariage. Ses yeux se sont rétrécis. Quoi donc? J'ai sorti un dossier contenant notre contrat de mariage. Nous l'avions signé avant le mariage sur l'insistance de papa. Daniel s'était plaint que cela montrait un manque de confiance mais avait signé quand même, désireux de sécuriser la relation avec l'investissement de papa. Section 7, clause 3, ai-je lu à haute voix. En cas de dissolution due à une infidélité prouvée combinée à une fraude financière ou une activité criminelle, la partie infidèle renonce à toute prétention sur les biens matrimoniaux. Les avocats de mon père ont insisté sur ce point spécifiquement pour protéger son investissement. Combiné avec vos accusations criminelles, le contrat de mariage devient pratiquement incontestable. J'ai levé les yeux vers le visage abattu de Daniel. Tu te souviens d'avoir signé ça? Ça ne tiendrait jamais, a-t-il dit, sa voix vacillante. En fait, c'est tout à fait exécutoire. Tu n'as pas seulement été infidèle. Tu as volé les gens dont l'argent a bâti cette entreprise, y compris mon père, dont l'investissement initial t'a donné le capital pour démarrer Grant Industries. Les implications commençaient à se faire sentir. Daniel ne perdait pas seulement son poste. Il perdait tout. Son entreprise, sa réputation, son mariage, tout bâti sur des mensonges. Tu as planifié ça, a-t-il dit, me regardant avec quelque chose comme de l'admiration mêlée de haine. Tout. Tu savais avant que je rentre à la maison vendredi. J'ai vu la photo. Puis j'ai commencé à regarder attentivement des choses que j'avais ignorées pendant trop longtemps. Il s'avère que, quand on fait vraiment attention, les preuves du caractère de quelqu'un sont partout. Michael Chen s'est éclairci la gorge. Je propose que nous nommions un président-directeur général par intérim pendant que cela est résolu. Je nomme Robert Anderson. Appuyé, a dit Patricia. Papa a secoué la tête. J'apprécie la nomination, mais j'aimerais suggérer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaît cette entreprise intimement, qui a l'expertise juridique pour naviguer les défis à venir, et qui a prouvé son intégrité au-delà de tout doute. Il m'a regardé. Je nomme Laura Anderson Grant. Je l'ai fixée, vraiment surprise. Papa, je ne suis pas sûr que ce soit approprié étant donné les circonstances. En fait, a dit Robert Kowalski pensivement, c'est tout à fait logique. Vous avez découvert la fraude. Vous connaissez le paysage juridique. Et vous avez toutes les raisons de vous assurer que cette entreprise survive et prospère. Les autres membres du conseil ont hoché la tête en signe d'accord. Daniel regardait cela avec une incrédulité totale. Tous pour, a demandé papa. Oui, est venu le cœur. Alors c'est réglé. Laura, vous êtes présidente directrice générale par intérim, avec effet immédiat. Daniel, la sécurité vous escortera hors du bâtiment. Vous aurez des nouvelles de nos avocats concernant à la fois l'enquête criminelle et la procédure de divorce. 2 gardes de sécurité sont apparus, convoqués pendant la réunion. Daniel les a regardés, m'a regardé, a regardé les investisseurs assemblés qui venaient de le dépouiller de tout ce sur quoi il avait bâti son identité. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-il dit doucement, juste pour moi. J'ai réfléchi à cela. Peut-être que c'était même vrai dans sa logique tordue. Peut-être qu'il croyait sincèrement qu'il pouvait tout avoir sans conséquence. Mais tu m'as fait du mal. Tu as menti, tu as volé ma famille, et tu m'as humilié publiquement. Que tu l'aies voulu ou non ne change rien à ce que tu as fait. Cela signifie simplement que tu ne pensais pas que je valais l'effort de l'honnêteté. Daniel a ouvert la bouche, mais la sécurité l'a interrompu. Monsieur, nous avons besoin que vous veniez avec nous. J'ai regardé mon mari se faire escorter hors de la salle de conférence,
hors de l'entreprise qu'il avait fondée, hors de la vie qu'il avait tenue pour acquise. La porte s'est fermée avec un clic définitif. Papa a posé sa main sur mon épaule. « Ça va ?» J'ai pris une profonde inspiration, digérant tout. En 72 heures, j'étais passé d'avocate d'entreprise à présidente directrice générale, d'épouse dévouée à femme demandant le divorce, de partenaire de confiance à lanceuse d'alerte. Oui, ai-je dit, me surprenant par la vérité. Je crois que ça va vraiment. Patricia Williams s'est levée, m'a tendu la main. Bienvenue sur le siège éjectable, Laura. Votre première tâche devrait être de mettre fin à l'emploi de Vanessa Cole. J'ai serré sa main, me permettant un petit sourire. En fait, je pense que je vais m'occuper de cette conversation personnellement. Aujourd'hui. Il y avait du travail à faire. Une entreprise à stabiliser, une enquête pour fraude à soutenir, un divorce à finaliser. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement, puissamment en contrôle de ma propre vie. Et honnêtement, c'était absolument incroyable. Après la réunion du conseil d'administration, j'avais exactement 15 minutes avant ma conversation prévue avec Vanessa Cole. 15 minutes pour passer d'épouse dévastée à présidente directrice générale autoritaire. Je me tenais dans ce qui était maintenant mon bureau, l'ancien domaine de Daniel, observant l'espace avec de nouveaux yeux. Bureau en acajou, vue sur le centre-ville de Chicago, photos encadrées des étapes importantes de l'entreprise, tout construit avec de l'argent volé et des promesses non tenues. D'ici ce soir, tout cela serait parti, emballé dans des cartons pour le triste appartement que Daniel occuperait. Mais d'abord, les affaires. Rebecca, mon assistante, qui était avec l'entreprise depuis le début, a frappé doucement. Madame Cole est là. Elle semble confuse quant à la raison pour laquelle vous avez demandé à la voir. Faites-la entrer. Vanessa est entrée avec la confiance de quelqu'un qui se croyait intouchable. Tailleur de créateur crème, cheveux sombres en une queue de cheval lisse. Soignée, professionnelle, complètement inconsciente que son monde était sur le point d'imploser. Laura, a-t-elle dit, une lueur de surprise dans ses yeux. Je m'attendais à Daniel. Rebecca a dit que c'était urgent. Asseyez-vous, Vanessa, j'ai désigné la chaise. Elle s'est assise, la posture parfaite, son expression passant à l'inquiétude. Est-ce que tout va bien? Daniel ne répond pas à son téléphone. Non, tout ne va pas bien. Laissez-moi vous mettre au courant. Daniel a été suspendu de toutes ses fonctions en attendant une enquête criminelle pour détournement de fonds et fraude. J'ai été nommée présidente directrice générale par intérim par le conseil d'administration. Et vous, Vanessa, vous êtes renvoyée. La couleur a quitté son visage. Quoi? Vous ne pouvez pas simplement me renvoyer. Je suis directrice du marketing. Je rends des comptes à Daniel. Vous rendiez des comptes à Daniel. Maintenant, vous me rendez des comptes. Et je mets fin à votre emploi, avec effet immédiat, pour violation des politiques d'éthique de l'entreprise, que notre directeur des ressources humaines a minutieusement documentées. Elle s'est levée brusquement. C'est insensé. Vous faites ça parce que vous êtes jalouse. Tout le monde sait que vous avez toujours été menacée par moi. J'ai souri, et je pouvais dire par sa réaction que ce n'était pas agréable. Menacée par vous, Vanessa? Je suis une avocate diplômée de Harvard qui vient de devenir présidente directrice générale d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Vous êtes au chômage. Pourquoi, exactement, serais-je menacée? Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Partagez vos prédictions et commentaires, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous appréciez le parcours de Laura. Vous êtes jalouse parce que Daniel et moi sommes ensemble, a-t-elle poursuivi, sa voix s'élevant. Parce qu'il m'a choisi. Il ne vous a pas choisi. Il vous a utilisé. Tout comme il m'a utilisé, a utilisé l'argent de mon père, a utilisé chaque personne qui lui a fait confiance. Maintenant qu'il fait face à des accusations criminelles sans argent, sans entreprise, sans avenir, voyons combien de temps vous resterez. J'ai affiché un document, tournez l'écran vers elle. Voici le résumé de l'audit jury comptable. Au cours des 2 dernières années seulement, Daniel a détourné 2,8 millions de dollars. Il ne perd pas seulement son emploi, il va en prison. Donc, si vous espériez partir au coucher du soleil avec votre amour de jeunesse, je vous suggère de revoir vos attentes. Ses mains tremblaient. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Je n'étais pas impliqué.
Peut-être pas dans le détournement de fonds, mais vous étiez certainement impliqué dans la liaison. Des séjours à l'hôtel facturés sur les comptes de l'entreprise, des cadeaux coûteux, un manque total de limites professionnelles lors des événements de l'entreprise, toutes des violations de notre code d'éthique, que, soit dit en passant, les ressources humaines documentent depuis des mois parce qu'apparemment tout le monde l'avait remarqué sauf moi. Je me suis levé, j'ai contourné le bureau, appréciant la façon dont elle devait lever les yeux vers moi. Voici ce qui va se passer. Vous signez un accord de départ, incluant une clause de non-divulgation. Vous ne contacterez pas Daniel, ne parlerez pas à la presse, ni ne dénigrerez cette entreprise. En retour, je ne poursuivrai pas d'action en justice pour votre rôle dans la fraude aux ressources de l'entreprise. Et si je refuse? Alors je m'assure que toutes les entreprises de Chicago sachent exactement quel genre d'employé vous êtes. Quelqu'un qui couche avec des cadres mariés et les aide à voler des investisseurs. J'ai fait une pause. Votre carrière dans cette ville serait terminée. C'est votre choix. Vanessa a regardé fixement pendant un long moment, calculant, pesant ses options. Finalement, elle a pris le stylo que je lui tendais. Vous n'êtes pas aussi gentil que tout le monde le pensait, a-t-elle dit amèrement, en signant. Non, je suis meilleur. Je suis efficace. Et contrairement à Daniel, j'ai réellement mérité mon poste au lieu de le voler. La sécurité a escorté Vanessa dehors 10 minutes plus tard. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre alors qu'elle marchait vers sa voiture, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement Daniel. Bonne chance avec ça. Son téléphone avait été confisqué. Rebecca a frappé à nouveau. Votre rendez-vous de 14 heures. Les chefs de département veulent vous rencontrer. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ça. Mon premier véritable acte en tant que présidente directrice générale. Rencontrer les gens qui avaient travaillé avec Daniel pendant des années et qui n'étaient peut-être pas ravis de son renvoi soudain. La salle de conférence était pleine. 12 chefs de département représentant tout, de la technologie aux ventes. Ils me regardaient avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme, voire à l'hostilité pure et simple. Je me suis tenu à la tête de la table et je me suis adressé à eux directement. Je sais que ce matin a été un choc. Certains d'entre vous se demandent ce qui va se passer maintenant. Alors, laissez-moi être clair. Grande Industrie survivra. Nous avons des fondamentaux solides, de bons produits, et surtout, des personnes talentueuses comme vous qui font le vrai travail. Marcus Thompson, le directeur financier, a pris la parole. Avec tout le respect que je vous dois, Laura, vous êtes une avocate, pas une opératrice. Comment comptez-vous diriger une entreprise de technologie? En m'appuyant sur des experts comme vous. Je ne prétends pas en savoir plus sur la technologie que notre directeur de la technologie ou plus sur les ventes que notre vice-président. Ce que je connais, c'est le droit, la conformité et la gouvernance d'entreprise. En ce moment, c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. De plus, je suis assez intelligente pour écouter les gens qui en savent plus que moi, ce qui me rend apparemment plus qualifié que le gars précédent. Une femme que j'ai reconnue comme étant Donna Frazee, vice-présidente des ressources humaines, a levé la main. Puis-je poser une question inconfortable, s'il vous plaît? Restez-vous à long terme en tant que présidente directrice générale, ou est-ce temporaire pendant que le conseil d'administration cherche? Question juste. Honnêtement, je ne sais pas encore. Ma priorité immédiate est de stabiliser l'entreprise et de coopérer à l'enquête criminelle. Après cela, nous verrons. Mais quiconque dirigera à l'avenir, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, valorisera l'intégrité et traitera cette entreprise avec le respect qu'elle mérite. C'est ma promesse. Jason Webb, chef du développement de produits, a levé la main. Et les clients? Ils entendront parler de l'arrestation de Daniel. Cela pourrait faire capoter des contrats. C'est pourquoi nous prenons les devants. Je contacte personnellement nos 10 principaux clients aujourd'hui pour les assurer de la continuité. Nous serons transparents sur le changement de direction tout en soulignant que la fraude était isolée à un seul individu. Plus important encore, nous tiendrons nos engagements. Les actions parlent plus fort. La réunion a continué pendant 1 heure encore. Nous avons discuté des priorités, abordé les préoccupations et élaboré une stratégie de communication. À la fin, j'ai senti un changement. Pas un soutien unanime, mais une volonté de me donner une chance. Alors que les gens sortaient, Donna Frazee s'est approchée de moi en privé. Puis-je vous parler? Bien sûr.
Elle a fermé la porte, son expression sérieuse. Je veux vous dire quelque chose, mais j'ai besoin que vous compreniez que je ne le partage que maintenant parce que je pense que vous allez vraiment écouter. Daniel ne l'aurait jamais fait. Je me suis assise, lui accordant toute mon attention. Je vous écoute. La culture ici est toxique pour les femmes. Pas partout, pas tout le monde, mais assez pour que ce soit un problème. Daniel promouvait en fonction de qui il aimait, et il aimait les hommes qui lui rappelaient lui-même. Les femmes qui s'opposaient aux commentaires inappropriés se retrouvaient mises à l'écart. Je documente des incidents depuis 2 ans, en espérant que quelqu'un à la direction s'en soucierait. Mon estomac s'est noué. À quel point? Du sexisme ordinaire en réunion. Des commentaires sur l'apparence au lieu de la performance. Des hommes s'attribuant le mérite des idées des femmes. Quelques cas de harcèlement grave qui n'ont jamais été correctement enquêtés. Elle m'a tendu une clé USB. Tout est là. Date, témoin, tout. J'ai pris la clé, sentant son poids. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir le conseil d'administration? Parce que Daniel était le golden boy du conseil, et je suis une directrice des ressources humaines qui peut être remplacée. Elle a rencontré mon regard. Mais vous êtes différente. Vous êtes une femme qui vient de faire tomber le président directeur général et d'obtenir son poste. Si quelqu'un peut réellement changer les choses, c'est peut-être vous. J'ai regardé cette clé USB et j'ai réalisé que c'était plus grand que le vol de Daniel ou ma vengeance. Il s'agissait de dizaines de femmes qui avaient été réduites au silence, rejetées, à qui on avait dit qu'elles étaient trop sensibles. Je vais régler ça, ai-je dit. Pas une promesse, un vœu. À partir de demain. La clé USB que Donna m'a donnée reposait sur mon bureau comme une bombe à retardement. J'avais prévu de passer l'après-midi à appeler des clients, mais cela exigeait une attention immédiate. Je l'ai branché et j'ai commencé à lire. 2 ans d'incidents documentés, des dizaines de plaintes minimisées, ignorées, activement enterrées. Des femmes à qui on disait qu'elles étaient trop sensibles, ou qu'elles devraient apprendre à prendre une blague. Des employées talentueuses qui étaient parties à cause de l'environnement hostile. Le nom de Daniel apparaissait à plusieurs reprises, pas toujours comme l'agresseur, mais systématiquement comme quelqu'un qui permettait ce comportement en ne s'en occupant pas. Il avait créé une culture où certains hommes se sentaient protégés, où les femmes apprenaient à se taire. Mon téléphone a vibré. Papa, comment se passe ta première journée en tant que présidente directrice générale? J'ai répondu, je viens de découvrir que nos problèmes vont plus loin que le détournement de fonds. Je dois mettre en œuvre des changements culturels majeurs. C'est plus difficile que je ne le pensais. Sa réponse, c'est pourquoi tu es la bonne personne. Appelle-moi ce soir. On a frappé. Rebecca a passé la tête. Daniel Grant est dans le hall et exige de vous voir. J'ai regardé ma montre. 4 heures depuis qu'il avait été escorté dehors. Plus vite que je ne l'avais prévu. Dites à la sécurité de le faire sortir. Il n'est pas autorisé sur la propriété de l'entreprise. Il dit qu'il ne partira pas tant que vous ne lui aurez pas parlé. J'ai considéré mes options. Le faire sortir de force, provoquant une scène. Ou lui donner 5 minutes et lui faire comprendre qu'il n'avait plus aucun pouvoir. La deuxième option avait son attrait. Demander à la sécurité de l'escorter dans la salle de conférence B. J'y serai dans 5 minutes. La salle de conférence B était petite, sans fenêtre, habituellement réservée aux réunions difficiles avec les clients. Appropriément sombre pour cette conversation. Quand je suis entré, Daniel faisait les 100 pas, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Probablement exact. 2 gardes de sécurité se tenaient près de la porte, un rappel que ce n'était pas une rencontre sociale. Laura, Dieu merci, a dit Daniel, s'avançant vers moi. C'est insensé. Tu dois dire au conseil que c'est une erreur. Je suis resté près de la porte, maintenant la distance. Ce n'est pas une erreur. Tu as volé plus de 2,8 millions de dollars. Tu m'as trompé. Tu as menti à tous ceux qui te faisaient confiance. Ce sont des faits, pas des erreurs. L'argent était pour des investissements commerciaux. C'est une comptabilité compliquée, mais c'est légitime. Je peux l'expliquer si tu voulais bien écouter. Je suis une avocate spécialisée en droit des sociétés. Je comprends la comptabilité compliquée. Ce que tu as fait n'était pas compliqué. C'était du vol. Il a changé de tactique,
son expression s'adoucissant en quelque chose qui aurait pu me tromper il y a un an. Laura, tu es ma femme. Nous sommes censés être dans la même équipe. Comment peux-tu prendre leur parti contre moi? Tu as cessé d'être dans mon équipe au moment où tu as commencé à coucher avec Vanessa. Probablement avant ça. Tu t'es servi de moi et de ma famille pendant des années. Je viens juste de le remarquer. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis. L'histoire avec Vanessa était une erreur. Mais je t'aime. Nous pouvons surmonter ça. Tu n'as pas à détruire ma vie. L'audace était presque impressionnante. Je ne détruis pas ta vie. Tu l'as fait toi-même. Je m'assure simplement que tu en assumes les conséquences. Le visage de Daniel s'est durci, le masque glissant. Tu réalises que tu perdras tout aussi? Ta réputation, ta carrière. Tout le monde saura que tu n'as pas pu rendre ton mari heureux, que tu n'as pas pu le satisfaire, alors il est allé voir ailleurs. Et voilà, le vrai Daniel, blâmant tout le monde pour ses échecs. En fait, ai-je dit calmement, tout le monde saura que j'ai surpris mon mari en train de détourner des fonds de ma famille, que j'ai exposé ses crimes et que j'ai pris son travail. Ils sauront que j'ai eu l'intégrité de faire ce qu'il fallait, même quand ça faisait mal. Quelle version me donne une mauvaise image? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, pas de réplique. Nos avocats prendront contact au sujet du divorce. Étant donné le contrat de mariage et l'infidélité et la fraude documentée, tu devrais te préparer à un règlement très défavorable. Oh, et Vanessa a été renvoyée ce matin, au cas où tu espérais qu'elle te réconforterait. Tu l'as renvoyée. La voix de Daniel s'est élevée. Elle n'avait rien à voir avec ça. Elle avait tout à voir avec ça. Mais honnêtement, je lui ai rendu service. Maintenant, elle découvrira quel genre d'homme tu es vraiment avant de perdre plus de son temps. Je me suis tourné pour partir, ayant terminé cette conversation. Attends, a crié Daniel. Qu'est-ce que je suis censé faire? Le conseil a gelé mes comptes. Je n'ai même pas accès à nos cartes de crédit communes. J'ai fait une pause à la porte. Ça ressemble à un problème personnel. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de commettre plusieurs crimes. Bonne vie, Daniel. Ce qu'il en reste, en tout cas. La sécurité l'a escorté dehors pendant que je retournais à mon bureau, les mains tremblantes maintenant, l'adrénaline me rattrapant. Je venais d'affronter mon mari et de mettre fin à mon mariage définitivement, avec des témoins. Pas de retour en arrière. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à ne pas répondre, puis j'ai décidé de faire face à n'importe quelle crise que c'était. Laura Anderson. Madame Anderson, ici l'inspectrice Sarah Martinez de la division des crimes financiers de la police de Chicago. Nous avons été chargés d'enquêter sur les allégations contre Daniel Grant. Seriez-vous disponible pour faire une déposition? Et c'est ainsi que tout a commencé. L'enquête criminelle qui dominerait les nouvelles, traînerait pendant des mois, et ferait en sorte que tout le monde sache exactement ce que Daniel avait fait. Oui, inspectrice. Quand? À 18 h, j'avais fait une déposition de 2 heures à la police, parlé à 3 clients majeurs et commencé à rédiger un courriel à toute l'entreprise sur la transition de la direction. Ma tête battait. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Rebecca a frappé doucement. Je pars, mais je voulais vérifier si vous aviez besoin de quelque chose. Je vais bien, merci. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Beaucoup d'entre nous espéraient que quelqu'un tiendrait tête à Daniel. Nous ne pensions simplement pas que cela arriverait. Après son départ, je me suis assise dans le bureau silencieux et je me suis laissé sentir le poids de tout cela. En 48 heures, toute ma vie s'était transformée. Je n'étais plus la femme de Daniel Grant. J'étais Laura Anderson, présidente directrice générale, lanceuse d'alerte, croisée d'entreprise, apparemment. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'espère que tu es contente. Tu nous as détruits tous les deux. Ce n'est pas fini. Daniel. Toujours à ne pas accepter la responsabilité. Toujours à proférer des menaces. J'ai fait une capture d'écran du message, je l'ai transmise à mon avocate et à l'inspectrice. Le harcèlement ne ferait qu'aggraver sa situation juridique. Puis j'ai bloqué son numéro et commandé de la nourriture thaïlandaise. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir,
je mangeais du pad thaï dans mon nouveau bureau et je planifiais la prochaine phase de la réparation de cette entreprise. Et vous savez quoi? C'était plutôt génial. 3 semaines après la réunion du conseil, l'audit jury comptable est revenu pire que prévu. Le détournement de fonds n'était pas de 2,8 millions de dollars. C'était plus proche de 3,5 millions de dollars en tenant compte des transactions antérieures que l'examen initial avait manqué. Daniel volait depuis la 2e année de l'entreprise, bien avant Vanessa, bien avant que notre mariage ne commence à s'effriter. Il avait bâti son succès sur la fraude depuis le début. Des accusations criminelles ont été déposées un mercredi. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale, chaque chef d'accusation entraînant une peine de prison significative. Mon avocate m'a appelé pour m'informer que l'équipe juridique de Daniel essayait de négocier un accord de plaidoyer. Les procureurs sont intéressés, a-t-elle dit. Ils veulent clore une affaire très médiatisée et envoyer un message sur la criminalité en col blanc. Avec des preuves aussi accablantes, les avocats de Daniel lui conseillent qu'un procès entraînerait une peine beaucoup plus longue. Il pousse pour un processus accéléré. Qu'en pensez-vous, a-t-elle demandé. Honnêtement? Soulagé. Il doit faire face à de vraies conséquences. La couverture médiatique était intense. Les publications économiques ont publié des articles sur le « scandale Grande Industrie ». Mon nom apparaissait dans chaque article. Certains me présentaient comme une héroïne qui avait sonné l'alarme. D'autres laissaient entendre que j'étais une femme bafouée qui se vengeait. Les deux versions étaient partiellement vraies, ce qui ne rendait aucune des deux moins agaçante. Mais j'étais trop occupé à reconstruire pour me soucier beaucoup de la perception publique. L'entreprise avait besoin d'être stabilisée, et cela signifiait aborder les problèmes culturels que Donna avait documentés. J'ai convoqué une réunion générale pour le vendredi après-midi. Tous les employés se sont entassés dans notre plus grande salle de conférence et dans les espaces de débordement, regardant par vidéo. Je me tenais à l'avant, regardant des visages allant de curieux à sceptiques, en passant par plein d'espoir. Je sais que les dernières semaines ont été chaotiques, ai-je commencé. Changement de direction, enquête criminelle, attention constante des médias. Vous vous êtes probablement demandé ce qui allait se passer ensuite, si vos emplois étaient sûrs, si cette entreprise avait un avenir. J'ai fait une pause, établissant un contact visuel avec différentes sections. Je suis ici pour vous dire que Grande Industrie a un avenir, mais il ne ressemblera pas exactement à notre passé. Parce que notre passé, franchement, avait de graves problèmes que nous devons régler. Donna Frazee était assise au premier rang, observant avec un optimisme prudent. J'ai appris que cette entreprise avait une culture qui n'était pas sûre ou accueillante pour tout le monde. Où certains employés sentaient qu'ils devaient tolérer un comportement inapproprié pour garder leur emploi. Où le talent était négligé et les voix étaient réduites au silence. Cela s'arrête maintenant. J'ai présenté de nouvelles initiatives, formations obligatoires sur le harcèlement pour tout le monde, en particulier la direction. Un système de signalement anonyme qui contournait les managers directs. Un processus d'examen des promotions mettant l'accent sur le mérite plutôt que sur les relations personnelles. Un audit externe des pratiques des ressources humaines et de la rémunération pour identifier et corriger les biais systémiques. Ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain. La transformation culturelle prend du temps et de l'engagement. Mais je suis engagé, et j'espère que vous me tiendrez responsable de ces promesses. Alors que les gens sortaient, plusieurs femmes se sont approchées de moi en privé. Elles m'ont remercié. Elles ont partagé des histoires. Elles m'ont parlé d'idées rejetées, de promotions qu'elles auraient dû recevoir, des micro-agressions quotidiennes qui leur faisaient douter de leur valeur. Sarah Chen, du développement de produits, a dit quelque chose qui m'est resté. Je prévoyais de partir à la fin de l'année. J'avais déjà des entretiens prévus. Mais maintenant, je pense que je vais rester. Parce que pour la première fois, j'ai l'impression que quelqu'un à la direction se soucie vraiment de régler les choses. Cet après-midi-là, j'ai promu 3 femmes à des postes de direction inexplicablement occupés par des hommes moins qualifiés. J'ai également renvoyé 2 managers qui avaient fait l'objet de multiples plaintes pour harcèlement que Daniel avait ignoré. Le message devait être clair, les choses étaient différentes maintenant. Papa est passé au bureau ce soir-là. Il m'avait laissé de l'espace pour établir mon propre style de leadership, mais je pouvais dire qu'il était fier. Tu fais quelque chose de spécial, a-t-il dit, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Pas seulement sauver une entreprise, mais la rendre réellement meilleure. J'essaie. Certains jours,
j'ai l'impression d'éteindre des incendies avec un pistolet à eau. Il a ri. C'est ça, le leadership. Mais tu fais des progrès. Le conseil est impressionné. Plusieurs clients m'ont dit qu'ils sont plus confiants maintenant qu'ils ne l'étaient sous Daniel. Vraiment? Cela m'a surprise. Vraiment. Il s'avère que les gens apprécient l'intégrité. Qui l'eût cru? Il est resté silencieux un moment. Comment vas-tu, personnellement? La procédure de divorce ne doit pas être facile. Le divorce. C'est vrai. Dans le chaos de la gestion d'une entreprise, j'avais presque oublié que j'étais techniquement toujours marié. Mon avocate s'occupait de la plupart des choses, mais les avocats de Daniel continuaient d'essayer de faire valoir qu'il méritait une part des biens matrimoniaux malgré le contrat de mariage. Épuisant. Je vais bien. Mieux que prévu, en fait. Je pensais que je serais dévasté, en deuil du mariage et de l'avenir que nous avions prévu. Mais la plupart du temps, je me sens juste libre. C'est sain, a dit papa. Daniel ne te méritait pas. Jamais. Tu aurais dû me le dire avant que je l'épouse. Aurais-tu écouté? Argument valable. À 27 ans, j'avais été si sûr que Daniel était le bon. Si certaine que l'amour et l'ambition suffisaient pour construire une vie. J'avais ignoré les signaux d'alarme parce que je voulais le conte de fées. Maintenant, à 32 ans, j'apprenais que parfois, le conte de fées, c'est de devenir son propre héros au lieu d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Et honnêtement, c'était tellement mieux. 2 mois après la réunion du conseil d'administration, je révisais les projections trimestrielles quand Rebecca a sonné. Vous avez une visiteuse. Vanessa Cole. Pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est important. J'ai failli dire non. Vanessa et moi n'avions aucune affaire en suspens. Mais la curiosité l'a emporté. Donnez-moi 5 minutes, puis faites-la entrer. Quand Vanessa est entrée, elle avait l'air différente. La confiance soignée avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la défaite. Un tailleur prêt-à-porter au lieu d'un créateur, des cernes sous les yeux. Merci de me recevoir, a-t-elle dit, s'asseyant quand je l'ai invitée. Vous avez 10 minutes. Que voulez-vous? Je voulais m'excuser, a-t-elle dit rapidement, comme si elle avait répété. Pour la liaison. Ma part dans ce qui s'est passé. Je sais que ça ne change rien, mais je devais le dire. Je l'ai étudié, essayant de déterminer si c'était sincère ou une autre manipulation. Pourquoi maintenant? Parce que je comprends ce que vous avez vécu maintenant. Sa voix s'est légèrement brisée. Daniel et moi étions ensemble après qu'il ait quitté l'entreprise. Environ 6 semaines. Il m'a dit qu'une fois que tout serait réglé, une fois les problèmes juridiques résolus, nous recommencerions à zéro quelque part, construirions quelque chose ensemble. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Une fois qu'il a réalisé qu'il allait vraiment en prison et qu'il perdrait tout, la relation s'est effondrée. Elle a hoché la tête misérablement. Il n'arrêtait pas de demander de l'argent. Pour les frais de justice, pour les dépenses, pendant que ses comptes étaient gelés. Au début, j'ai aidé parce que je pensais que je l'aimais. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Il en voulait de plus en plus. J'ai finalement réalisé qu'il se servait de moi de la même manière qu'il s'était servi de vous. Bienvenue au club, ai-je dit sèchement. On devrait vraiment se faire des vestes. Peut-être des t-shirts assortis. Elle a presque souri. Je l'ai quitté il y a 3 semaines. Il a pété les plombs. M'a traité de tous les noms. A dit que je l'abandonnais quand il avait le plus besoin de moi. C'était comme voir une personne complètement différente. Ce n'était pas une personne différente. C'était qui il a toujours été. Nous ne regardions simplement pas d'assez près. Vanessa est restée silencieuse. J'ai perdu mon emploi dans l'entreprise où je suis allé après ici. Ils ont fait une vérification de mes antécédents, ont découvert le scandale. L'accord de non-divulgation signifie que je ne peux pas me défendre ou expliquer ma version. Ma réputation dans ce secteur est détruite. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais peut-être de la compréhension. Nous avions toutes les deux été victimes de la manipulation de Daniel, même si Vanessa avait aussi été complice en me faisant du mal. Je n'essaie pas de vous apitoyer, a-t-elle poursuivi. J'ai fait mes choix. Je vis avec les conséquences. Je voulais juste que vous sachiez que vous aviez raison sur tout. Daniel n'en valait pas la peine.
La liaison n'en valait pas la peine. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vue avant de vous avoir fait du mal. D'accord, ai-je dit simplement. Elle a semblé surprise. D'accord? C'est tout? Que voulez-vous que je dise? Que je vous pardonne? Que nous sommes amis maintenant? Vous avez couché avec mon mari. Vous avez contribué à l'une des périodes les plus douloureuses de ma vie. Des excuses n'effacent pas ça. Je sais, a-t-elle murmuré. Mais, ai-je continué, je sais aussi que Daniel est très doué pour la manipulation, pour faire croire aux gens ce qu'il veut qu'ils croient. Donc, bien que je ne vous décharge pas de votre responsabilité, je comprends que vous étiez aussi prise dans sa toile. Je me suis levé, signalant que la réunion se terminait. J'espère que vous reconstruirez votre carrière et trouverez le bonheur. Faites-le simplement loin de moi et de cette entreprise. Vanessa est partie, et je suis retourné aux projections mais je n'arrivais pas à me concentrer. Sa visite avait remué des sentiments que j'essayais d'éviter. Pas à propos de Daniel, j'en avais fini avec lui, mais à propos de mon propre jugement, de mes propres choix. J'avais passé des années à penser que j'étais intelligente, capable, trop intelligente pour être dupée. Pourtant, j'avais manqué tous les signes du vrai caractère de Daniel jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Cela m'a rendu humble d'une manière qu'aucun échec professionnel n'aurait jamais pu le faire. Mon téléphone a sonné. L'inspectrice Martinez. Madame Anderson, je voulais vous mettre au courant. Daniel Grant a accepté un accord de plaidoyer ce matin. 15 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 10. 15 ans. Il aurait 49 ans à sa sortie. Toutes ses meilleures années de revenus, parties. Réputation détruite. Entreprise entre les mains de quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous, a demandé l'inspectrice. Honnêtement, je ne ressens pas grand-chose. Je suis juste contente que ce soit fini. Ce soir-là, je suis rentré à l'appartement où j'avais emménagé après avoir quitté celui que Daniel et moi partagions. Plus petit, plus calme. Entièrement à moi. J'ai versé un verre de vin et je me suis assise sur le balcon, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. C'est entièrement de ta faute. J'espère que tu es contente de toi. Tu as détruit un homme bien. Daniel. M'envoyant un message d'un autre numéro. Refusant toujours d'accepter sa responsabilité. Me blâmant toujours pour ses propres crimes. Je l'ai supprimé, bloqué le numéro, et pris une note mentale d'en parler à mon avocate. Puis j'ai levé mon verre de vin dans un toast solitaire. Aux hommes bien, où qu'ils soient. Puissent-ils ne ressembler en rien à Daniel Grant. Et honnêtement, je pensais chaque mot. Le divorce a été finalisé un mardi de début décembre, 3 mois après la réunion du conseil d'administration qui a tout changé. J'étais assise dans une salle de conférence avec mon avocate pendant que Daniel apparaissait par vidéo depuis l'établissement correctionnel où il attendait son transfert vers une prison fédérale. Il avait l'air terrible. Combinaison orange, mal rasé, les yeux creux. Ce n'était pas l'homme confiant qui commandait autrefois les salles de conseil. C'était quelqu'un qui avait tout misé et perdu de façon spectaculaire. Le juge a examiné les termes du règlement. En raison du contrat de mariage et de l'infidélité et de la fraude documentée, Daniel n'a rien reçu. Aucune prétention sur les biens matrimoniaux, pas de pension alimentaire, pas de participation dans Grant Industries. Tout ce que nous avions construit, ensemble, me revenait. Approprié, puisque cela avait été construit avec l'argent de ma famille et mon travail juridique. Monsieur Grant, comprenez-vous ces termes, a demandé le juge. Daniel a fixé la caméra. Un instant, nos regards se sont croisés à travers la connexion vidéo. Je me suis demandé ce qu'il voyait. La femme qui l'avait trahi, la femme qui avait exposé ses crimes, ou juste une autre personne qui avait cessé d'être utile. Oui, votre honneur, a-t-il dit, sa voix plate. Et Madame Anderson? Je comprends et j'accepte. Alors ce tribunal accorde la dissolution du mariage entre Daniel Grant et Laura Anderson, avec effet immédiat. Et voilà, c'était fini. 7 ans ensemble, effacés d'un coup de marteau. Mon avocate a rassemblé ses papiers pendant que je restais assise, digérant la finalité. Je n'étais plus la femme de personne, plus la moitié d'un couple. Juste Laura, seule, exactement comme j'aurais dû l'être depuis le début. En sortant, mon avocate m'a tendu un dossier. Encore une chose que vous devriez voir.
L'avocat de Daniel a essayé de déposer ça la semaine dernière, mais nous l'avons fait rejeter. Je pensais que vous voudriez savoir qui l'a tenté le coup. À l'intérieur se trouvait une motion affirmant que je l'avais manipulé, que j'avais planté des preuves, que toute l'enquête était une conspiration orchestrée par moi et papa pour voler son entreprise. Les accusations étaient absurdes, contredites par des montagnes de documentation et de témoignages. Il a vraiment pensé que ça marcherait? Les gens désespérés avancent des arguments désespérés. Daniel n'a toujours pas accepté qu'il s'ait fait ça à lui-même. Il est plus à l'aise de croire qu'il est la victime d'un complot élaboré que de reconnaître ses propres choix. J'ai rendu le dossier. Envoyez-le au procureur. Laissez-les voir exactement combien de remords il a. Nous nous sommes séparés sur les marches du palais de justice, et j'ai marché dans le froid matin de décembre. Chicago se préparait pour les fêtes. Des décorations apparaissaient aux fenêtres, l'odeur de marron grillé venait des vendeurs de rue. La ville semblait festive, pleine d'espoir, vivante. Au bureau, j'ai trouvé une surprise. Toute l'équipe de direction s'était réunie dans la salle de conférence avec un gâteau sur lequel était écrit « En glaçage, félicitations pour ton divorce ». Nous avons pensé que cela méritait une célébration, a dit Marcus Thompson en souriant. Tu es enfin débarrassé de cet abruti. J'ai ri, sincèrement touché. C'est soit le geste le plus solidaire, soit le plus inapproprié que j'ai jamais connu au travail. Pourquoi pas les deux, a dit Donna Frazé en coupant le gâteau. Tu mérites de célébrer le fait de passer à autre chose. Alors que nous mangions et plaisantions sur nos ex horribles, j'ai senti quelque chose changer. Pendant des mois, j'avais fonctionné en mode crise, éteignant des incendies, reconstruisant des systèmes, menant des batailles. Mais maintenant, avec le divorce finalisé et l'entreprise se stabilisant, je pouvais enfin respirer. Discours, a crié quelqu'un. La présidente directrice générale doit faire un discours. Je me suis levé, en improvisant. Quand j'ai découvert ce que Daniel avait fait, j'ai pensé que mon monde s'effondrait. J'ai pensé que j'avais perdu tout ce qui comptait. Mon mariage, ma confiance, mon sens de qui j'étais. J'ai fait une pause, regardant ces gens qui étaient devenus plus que des collègues. Mais ce que j'ai réellement perdu, c'est le poids de vivre dans le mensonge. Ce que j'ai gagné, c'est la chance de construire quelque chose de réel. Quelque chose basé sur l'intégrité plutôt que sur la tromperie. Je n'ai pas seulement gagné cette entreprise. Je vous ai gagné vous tous. Des gens qui se présentent chaque jour et font un excellent travail. Des gens qui ont cru en la nouvelle vision et ont aidé à la concrétiser. Des gens qui ont prouvé qu'une culture peut changer si suffisamment de personnes s'engagent à la changer. J'ai levé ma bouteille d'eau en guise de toast. Alors, merci de m'avoir donné une chance, de travailler avec moi plutôt que contre moi, de faire de Grande Industrie quelque chose que Daniel n'aurait jamais pu construire, une entreprise dont nous sommes réellement fiers. Les applaudissements étaient sincères, et j'ai senti la vérité de ce que j'avais dit. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de faire tomber un président-directeur général corrompu. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai trouvé un paquet qui m'attendait. À l'intérieur se trouvait une lettre de Sarah Chen, la développeuse de produits qui avait prévu de partir. Chère Laura, je voulais vous dire quelque chose que je n'ai dit à personne au travail. Il y a 6 mois, j'ai passé des entretiens dans 3 entreprises différentes parce que je ne supportais plus l'environnement. J'ai eu des offres, de bonnes offres, mais je les ai toutes refusées à cause de ce que vous faites ici. Vous m'avez donné l'espoir que la technologie n'a pas à être un club de garçons. Que la compétence compte plus que les relations. Que les femmes peuvent diriger sans devenir des salauds pour être prises au sérieux. Je reste parce que vous m'avez montré qu'il est possible de changer les choses au lieu de simplement les fuir. Merci de vous être battu. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être le genre de leader que je veux devenir. J'ai posé la lettre, les émotions montant. C'était pour ça que ça comptait. Pas la satisfaction de la chute de Daniel. Pas même la justification d'avoir eu raison. C'était ça. La chance de faire une différence pour des gens qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité, l'ancien président-directeur général de la Tech Daniel Grant condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude et détournement de fonds. J'ai lu l'article détaillant l'audience de détermination de la peine à laquelle je n'avais pas assisté. Le procureur a souligné la nature sophistiquée de la fraude, la trahison des investisseurs, le préjudice causé aux employés travaillant de bonne foi.
Daniel avait fait une déclaration affirmant qu'il était désolé, qu'il avait fait des erreurs, et espérait se reconstruire après avoir purgé sa peine. Les mêmes mots vides depuis le début. L'article se terminait par la citation du procureur, « Cette affaire démontre que personne n'est au-dessus de la loi, quel que soit son poste ou ses relations. Nous sommes reconnaissants aux lanceurs d'alerte qui se sont manifestés, en particulier à Madame Laura Anderson, dont le courage a rendu ces poursuites possibles. » J'ai fermé l'article et ouvert mon courriel à la place. Du travail à faire, une entreprise à diriger, une vie à construire. Et honnêtement, c'était exactement comme ça que je le voulais. 6 mois après le divorce, Grant Industries a tenu son assemblée annuelle des actionnaires. La première sous ma direction, la première où le nom de Daniel n'a pas été mentionné, sauf comme un avertissement sur l'importance de la gouvernance d'entreprise. Je me tenais devant les investisseurs, les employés et les membres du conseil, présentant les résultats de fin d'année. Chiffre d'affaires en hausse de 17%. Score de satisfaction des employés considérablement augmenté. 3 nouveaux produits lancés, avec des contrats de clients majeurs qui avaient spécifiquement cité notre leadership éthique comme un facteur décisif. Quand je suis devenue présidente directrice générale de manière inattendue, ai-je dit, beaucoup doutaient que nous survivrions. Le scandale, les accusations criminelles, l'attention des médias. Cela semblait être trop de presse négative à surmonter. Mais nous n'avons pas seulement survécu. Nous avons prospéré. Parce que nous avons fait le choix d'être différents, de construire quelque chose qui valorise les gens plutôt que les profits, l'intégrité plutôt que les raccourcis, et la transparence plutôt que la tromperie. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, montrant les données démographiques des employés. Nous avons augmenté le nombre de femmes à des postes de direction de 30%. Nous avons mis en place des audits d'équité salariale, corrigé les disparités et créé des programmes de mentorat et des politiques de travail flexibles qui soutiennent tout le monde, pas seulement ceux qui correspondent à une définition étroite de l'employé idéal. Donna Frazé était assise au premier rang, souriante. À côté d'elle se trouvaient 3 femmes que j'avais promues à des postes de direction au cours des 6 derniers mois. Des femmes dont le talent avait été négligé sous Daniel mais qui s'épanouissaient une fois qu'on leur donnait de réelles opportunités. Ces changements n'étaient pas seulement moralement justes. Ils étaient intelligents sur le plan commercial. Les équipes diverses sont plus performantes. Les entreprises éthiques attirent de meilleurs talents et de meilleurs clients. L'intégrité n'est pas un handicap, c'est un avantage concurrentiel. Les applaudissements étaient enthousiastes. Après la présentation formelle, les investisseurs se sont approchés de moi avec des félicitations et des questions sur notre stratégie de croissance. Plusieurs ont mentionné qu'ils recommandaient à leur société de portefeuille de prendre Grant Industries comme modèle pour la transformation culturelle. Papa m'a trouvé pendant la réception qui a suivi. Ta mère serait fière. Elle a toujours dit que tu avais la force de faire des choses difficiles. Je ne pense pas qu'aucun de nous n'ait imaginé que ce serait aussi difficile. J'ai serré sa main. Merci de croire en moi, de ne pas me laisser abandonner quand les choses sont devenues difficiles. Tu n'as jamais abandonné, même quand tu avais toutes les raisons de le faire. C'est ce qui fait de toi une vraie leader, Laura. Pas le titre, mais le caractère. Alors que la réception touchait à sa fin, je suis sorti sur le balcon de mon bureau pour prendre l'air. La ville s'étendait devant moi, pleine de possibilités et de potentiel. Quelque part dans une prison fédérale, Daniel purgeait sa peine, probablement toujours convaincu qu'il était victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Je ne perdais plus d'énergie à le haïr. Il m'avait fait un cadeau inattendu, la chance de découvrir qui j'étais sans lui. Sans ses mensonges, sa manipulation, sa redéfinition constante de la réalité. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus capable que je ne le croyais, et plus résiliente que quiconque ne s'y attendait. Mon téléphone a vibré. Un message de Jennifer Park, la comptable qui avait été la première à sonner l'alarme. J'ai vu le rapport aux actionnaires. Travail incroyable. Fier d'avoir joué un petit rôle pour rendre cela possible. J'ai répondu, votre rôle n'était pas petit. Il n'était pas petit du tout. Merci d'avoir eu le courage de parler. Un instant plus tard, sa réponse, j'ai appris en vous regardant. Vous nous avez tous montré que dire la vérité compte, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'ai rangé mon téléphone et j'ai de nouveau regardé la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, beau, plein d'espoir, plein de promesses. Derrière moi, je pouvais entendre les rires de la réception.
Mon équipe, célébrant notre succès. Des gens qui me faisaient confiance, travaillaient dur et croyaient en ce que nous construisions ensemble. C'était réel. Ça comptait. J'avais commencé ce voyage en tant que femme qui avait tout perdu. Une épouse trahie. Une professionnelle minée. Une personne remettant en question son propre jugement. Mais je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu des choses qui n'avaient jamais vraiment été à moi, un mariage bâti sur des mensonges, un partenariat sans équité, une vie qui exigeait que je sois plus petite que je ne l'étais. Ce que j'avais gagné était incommensurable. Le respect de soi. L'épanouissement professionnel. La connaissance que je pouvais affronter le pire et en sortir plus forte. Une communauté de personnes se soutenant mutuellement, faisant le bien les unes pour les autres, prouvant que le succès commercial et la décence humaine n'étaient pas mutuellement exclusifs. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la trahison ne doit pas vous détruire. Que parfois, la pire chose qui arrive devient le catalyseur de la meilleure transformation. Que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne le croyez, et digne de plus que ce que vous avez accepté. Je suis retourné à l'intérieur pour rejoindre mon équipe. La femme que j'avais été il y a un an, celle qui avait découvert la trahison de son mari grâce à une photo Instagram, cette femme était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui avait transformé la douleur en but, la trahison en percée, la victimisation en victoire. Non pas parce que la vengeance était douce, bien que je ne prétendrais pas qu'il n'y avait pas de satisfaction à voir la justice rendue, mais parce que j'avais appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de si réussi, de si significatif, de si percutant que la personne qui a essayé de vous diminuer devient insignifiante. Daniel avait essayé de me faire sentir petite, indigne, inférieure. Au lieu de cela, il m'avait donné la motivation de devenir plus confiante, plus capable, plus moi-même que je ne l'avais jamais été en essayant de m'adapter à sa vision. Alors que je rejoignais la célébration, Donna a levé son verre. À Laura, qui nous a tous appris que parfois, la meilleure chose qui puisse arriver à une entreprise est de perdre le mauvais leader et de trouver le bon. J'ai levé mon verre en retour. À nous tous, pour avoir eu le courage de croire qu'un mieux est possible et la détermination de le rendre réel. Nous avons bu à cela. Au nouveau départ. À la sagesse durement acquise. À la force qui vient du fait de survivre au pire et de choisir de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Mon mari a insisté pour que je n'assiste pas au gala de son entreprise. Quelques heures plus tard, je suis entré en tant que nouvelle présidente directrice générale, flanquée de tout le conseil d'administration, et j'ai vu son visage se vider de toute couleur. Il avait voulu que je sois exclu, diminué, oublié. Au lieu de cela, je lui ai montré exactement ce qui se passe quand on sous-estime une femme qui connaît sa valeur. L'entreprise a prospéré sous ma direction. Les femmes qui avaient été réduites au silence ont trouvé leur voie. Une culture de la peur s'est transformée en une culture de l'excellence. Et moi? J'ai découvert que je n'avais pas besoin d'un mari pour valider mon existence ou définir mon succès. Je n'avais besoin que de moi-même, de mon intégrité, et du courage de défendre ce qui était juste, même quand, surtout quand, cela me coûtait tout ce que je pensais vouloir. Parce que parfois, tout perdre est le commencement pour se trouver soi-même. Et il n'y a pas de vengeance plus douce que celle-ci.